Salut les détectives du quotidien, les chasseurs de vérité, mes petits renards affûtés de la communication non verbale. On va parler d'un truc aujourd'hui qui va carrément vous ouvrir les yeux, et pas qu'un peu. Vous savez, ce moment ultra frustrant où vous êtes en face de quelqu'un, que ce soit votre pote un peu trop mytho, votre collègue super louche, ou même la personne avec qui vous venez de matcher et qui raconte n'importe quoi sur son profil, et il ou elle vous balance son baratin, ses histoires à dormir debout, avec un aplomb qui ferait pâlir d'envie un acteur oscarisé. Et au fond de vous, là au niveau des tripes, il y a une petite alarme qui hurle comme une sirène de pompier. Attention, mensonge en approche. Cette intuition, ce petit feeling indescriptible qui vous dit que même si les mots sont lisses comme une savonnette mouillée, quelque chose sent le roussi, eh ben cette petite voix, elle a souvent raison, mes amis. Et aujourd'hui, on va lui donner un mégaphone, une sirène géante pour qu'elle puisse gueuler sa vérité haut et fort, pour que vous ne vous fassiez plus jamais enfumer. Parce que, soyons honnêtes entre nous, qui n'en a pas ras la casquette de se faire prendre pour un pigeon, qui n'en a pas marre de ces manipulateurs de bas étage qui essaient de vous rouler dans la farine. Moi personnellement, j'en ai ma dose, franchement. Et je parie que vous aussi, on est fatigué de ces sourires forcés, de ces promesses en l'air, de ces excuses bidons qui ne tiennent pas la route une seule seconde dans le film de notre vie. Le problème, c'est qu'on a été formaté dès la maternelle à écouter les mots. On nous a appris à faire confiance à ce qui sort de la bouche des gens. Grosse erreur, les gars, une erreur monumentale. Parce que pendant que la bouche débite ces conneries bien huilées, ces phrases concoctées avec soin pour vous endormir, le corps, lui, c'est un livre ouvert, un livre que la plupart des gens ne savent pas lire, un livre qui hurle la vérité sans un mot. Mais pas vous, pas après cette vidéo. Fini la blague. Aujourd'hui, on va faire un pacte, vous et moi. On va s'engager dans une mission secrète, un entraînement intensif pour devenir des ninjas de la détection du mensonge. On va apprendre à décoder le langage universel du corps. Ce langage millénaire que personne ne peut vraiment contrôler quand la pression monte, quand le stress s'installe, quand le mensonge essaie de se faufiler. Fini de vous faire berner, fini de douter de votre instinct, fini de passer pour la poire de service du quartier. Vous allez développer un sixième sens, une sorte de vision X-ray, qui va vous permettre de voir à travers le blabla, le plus rodé et d'atteindre la pure, l'incontestable vérité. C'est pas juste savoir si quelqu'un ment, c'est comprendre pourquoi il ment, c'est anticiper les coups fourrés, c'est reprendre le contrôle de vos interactions et de vos relations. C'est devenir le maître du jeu, le détective ultime de votre propre existence. Préparez-vous à une révélation, une véritable masterclass qui va transformer radicalement la façon dont vous interagissez avec absolument tout le monde, de votre patron relou, qui vous promet une augmentation qui n'arrive jamais, à votre date Tinder qui jure qu'il est super célibataire alors qu'il a sa femme qui l'attend à la maison, en passant par votre belle-mère qui jure qu'elle adore votre cuisine, même si elle vous demande toujours la recette de votre salade, de l'année dernière, qu'elle a déjà eue 10 fois et qu'elle n'a jamais refaite. On va décortiquer ensemble les 12 signes corporels incontournables, les signaux d'alerte universelle que le corps envoie quand la personne en face de vous est en train de vous raconter des salades. Ces 12 indices, c'est votre nouvelle arme secrète, votre super pouvoir pour percer le voile de l'illusion et ne plus jamais vous faire pigeonner. Alors, si cette promesse d'avoir un détecteur de mensonges intégré directement dans votre cerveau vous excite autant que moi, et croyez-moi, ça devrait vous faire vibrer comme une alarme en surchauffe. Je vous demande un petit truc, et c'est super important pour que cette chaîne continue de vous donner du lourd, du vrai, du qui change la donne. Balancez-moi un gros pouce bleu des familles, abonnez-vous comme des damnés si ce n'est pas déjà fait, et surtout activez cette cloche de notification, parce que croyez-moi, vous ne voulez pas rater une miette des prochaines pépites qu'on va vous balancer pour devenir des bêtes de la communication. On est là pour s'élever ensemble, pour devenir plus affûtés, plus conscients, plus intouchables. Signe numéro 1, le regard qui dit tout ou rien du tout, fuyant ou hyper fixe. Ah, les yeux. On dit que ce sont les miroirs de l'âme, n'est-ce pas? Eh bien, quand il s'agit de démasquer un imposteur, ils deviennent carrément des projecteurs qui éclairent la vérité ou la tentative désespérée de la cacher. Ce signe, c'est la base, le fondement, le b.a.-ba de notre formation d'agent secret anti-mensonge. Pourquoi le regard trahit-il? Imaginez la scène, quand quelqu'un vous débite une histoire à dormir debout, son cerveau est en mode alerte rouge, sous une tension de malade. Il y a un conflit interne de fous furieux qui se joue, une partie veut que le mensonge passe crème, l'autre
plus profonde et mal à l'aise avec la supercherie. Le regard, lui, est directement connecté à tout ce chamboulement émotionnel et cognitif. Il ne peut pas s'empêcher de réagir à cette dissonance. C'est comme si le corps voulait instinctivement se défendre ou se cacher de la vérité qu'il est en train de bafouer. Alors, comment on repère cette petite trahison oculaire? Il y a deux extrêmes qui doivent vous mettre la puce à l'oreille. Et croyez-moi, une fois que vous les aurez identifiés, vous ne verrez plus jamais un regard de la même manière. Le regard fuyant, le classique de la frousse. C'est le plus connu, le cliché du menteur. Quand quelqu'un raconte des bobards, il a souvent tendance à éviter votre regard, à regarder à gauche, à droite, en bas, n'importe où, sauf dans vos yeux. Pourquoi? Parce que le contact visuel direct, c'est une forme d'intimité, de connexion. Et quand on ment, on ne veut pas de cette connexion, on veut se protéger, se cacher, minimiser les chances que vous lisiez l'inconfort ou la culpabilité dans ses pupilles. C'est comme si leur cerveau hurlait « Ne me regarde pas, tu vas voir que je mens, bordel ». C'est un réflexe pour briser cette connexion, pour créer une distance et éviter de se faire griller. Regardez bien si la personne balaye la pièce du regard, regarde un point vague au-dessus de votre épaule, ou si ses yeux ne se posent jamais vraiment sur vous. Un peu comme si son regard était un poisson qui tente de s'échapper d'un bocal. Le regard hyper fixe, le menteur qui surcompense. Et là, mes amis, on a l'inverse. Et c'est tout aussi suspect, voire parfois plus insidieux. Certains menteurs, conscients du cliché du regard fuyant, vont carrément surcompenser. Ils vont vous fixer, vous dévisager, maintenir un contact visuel tellement intense que ça en devient flippant et pas naturel du tout. C'est une tentative désespérée de vous convaincre de leur sincérité, de vous faire croire qu'ils sont honnêtes comme l'or. Le problème, c'est que ce regard est souvent vide, rigide et ne cligne presque pas. Il manque de la chaleur, de l'émotion naturelle qu'on trouve dans un regard sincère. C'est comme si la personne se tenait au garde à vous avec ses yeux figés, de peur de laisser échapper le moindre signe de faiblesse. On sent que c'est forcé, que c'est une performance. C'est un peu le regard du prof qui te soupçonne d'avoir copié et qui te fixe pour te faire craquer, mais en version mensonge. Mais attention, alerte! Avant de sauter sur votre pote et de lui coller l'étiquette de menteur juste parce qu'il n'a pas tenu votre regard, il faut nuancer, les amis. On n'est pas des flics de la pensée qui jugent sur un seul indice. Certains sont juste timides, mal à l'aise en public ou ont des troubles comme l'autisme par exemple, qui rendent le contact visuel difficile sans que ce soit lié au mensonge. Pareil pour le regard fixe, quelqu'un de très concentré ou de très affirmé peut aussi vous regarder intensément. La clé, et ça, retenez-le bien comme un mantra, c'est le changement. Est-ce que ce comportement est habituel chez cette personne? Ou est-ce que son regard change radicalement par rapport à son comportement normal au moment où la question qui dérange est posée ou la vérité est énoncée? C'est quand vous voyez une rupture dans leur schéma habituel que le voyant rouge doit s'allumer, et encore mieux si ce regard suspect est accompagné d'autres signaux, mais ça, on y reviendra plus tard. Alors vous êtes prêt à dévorer les yeux de votre interlocuteur façon détective, bien sûr? Parfait. Parce que notre prochain signe va vous faire scruter une autre partie du corps qui, elle aussi, parle sans filtre. Accrochez-vous, on continue le décryptage. Signe numéro 2. Les mains qui draguent ou qui cachent. Le visage. Ah, le grand numéro des mains qui touchent le visage. Celui-là, c'est comme le drapeau blanc du menteur, le petit signal discret que la personne en face de vous est en train de vous barbouiller une histoire pas très nette. C'est un geste tellement, mais tellement inconscient que c'est une véritable mine d'or pour nous, les fins observateurs. C'est subtil et c'est super efficace à repérer une fois que tu sais ce que tu cherches, parce que la personne en face de toi, elle ne le voit même pas arriver. Ce geste traître, elle est trop occupée à maintenir son numéro de dupe. Alors pourquoi ce réflexe bizarre de tripoter sa face quand on raconte des salades? Imaginez un peu la scène. Quand on ment, notre cerveau, ce petit génie du chaos, il sait pertinemment que ce qu'on débite, ce n'est pas la pure vérité. Il y a un conflit interne de dingue qui se joue là-haut. C'est comme une guerre civile entre je veux mentir et je ne devrais pas mentir. Et qu'est-ce qu'il fait notre corps dans ces moments de stress intense où on essaie de maintenir la façade? Il essaie de bloquer l'information, de se protéger de la vérité ou de retenir le mensonge. C'est comme si une partie de nous voulait crier « Oh, bouche-moi ça, ne dis pas ça » ou « Cachons ces yeux qui voient le mensonge ». C'est un geste d'auto-apaisement, de censure inconsciente. Le corps réagit avant même que tu n'aies le temps de réfléchir, de te contrôler, de mettre ton masque social habituel. Alors comment ça se manifeste, ce sacré mécanisme?
3 zones principales du visage sont souvent ciblées par ces mains traîtresses. Et soyez attentifs parce que c'est là que le corps parle plus fort que tous les mots et toutes les belles phrases. Le nez, le Pinocchio 2.0, le grand classique, la référence, l'incontournable. Quelqu'un qui se gratte le nez, qui le touche, qui le frotte, parfois à peine, juste une microseconde. Ce n'est pas forcément parce qu'il a des démangeaisons ou qu'il a reniflé un peu trop de poussière. C'est souvent un micro-geste, un réflexe nerveux, presque comme un petit picotement que le mensonge provoquerait. Un peu comme si Pinocchio, dans une version moderne et discrète, avait son nez qui picote ou qui s'allonge juste d'1 millimètre, sans que personne ne le voie. C'est une tentative inconsciente de cacher la supercherie qui vient de sortir de sa bouche. Viser la rapidité et la furtivité du geste. La bouche, la barrière de sécurité. Alors là, c'est encore plus parlant, limite flagrant. Se couvrir la bouche avec la main, se mordiller les lèvres, se pincer les lèvres jusqu'à ce qu'elles deviennent fines comme un trait. C'est le corps qui tente littéralement de retenir les mots mensongers, de sceller le mensonge avant qu'il ne s'échappe, ou même juste après qu'il soit prononcé, comme pour le rattraper. C'est comme si la main voulait dire « Stop, ne sors pas de ma gueule, sale mensonge ». C'est une autocensure physique, une tentative de ne pas laisser le mensonge s'envoler, et c'est carrément révélateur. Regardez bien, est-ce que la main vient cacher une partie de la bouche, ou est-ce que les lèvres disparaissent, pincées de tension? Les yeux, l'envie de ne pas voir. Moins fréquent que les 2 premiers, mais tout aussi révélateur quand ça arrive, se frotter les yeux. C'est un réflexe quasi enfantin, vous ne trouvez pas? Quand un gosse fait une bêtise, il se cache les yeux, non? Comme s'il voulait s'effacer, ne pas voir ce qu'il a fait. C'est pareil chez l'adulte qui ment. C'est une manière inconsciente de ne pas voir sa propre supercherie, de s'aveugler lui-même à sa propre tromperie ou de ne pas voir votre réaction de déception ou de suspicion. Il essaye de bloquer l'information visuelle, d'éviter le regard réprobateur qu'il imagine dans vos yeux. Ces gestes sont souvent super rapides, des micro-actions. On ne parle pas du mec qui passe 10 minutes à se curer le nez avec le doigt, non. C'est juste un petit frottement furtif, un pincement de lèvres qui dure une fraction de seconde, une main qui effleure le visage. Le corps, il essaie d'être discret, de passer inaperçu. Mais nous, les amis, on est là pour le débusquer. C'est le petit tremblement avant le tsunami de la vérité, si vous voyez ce que je veux dire. Mais attention, alerte rouge de bon sens, avant de sauter sur votre voisin et de lui coller l'étiquette de menteur juste parce qu'il a frôlé son nez. Il faut nuancer, les potes, parce qu'on est là pour être futés, pas pour devenir des dingues de la suspicion. Si votre pote se gratte le nez, c'est pas forcément qu'il est en train de vous raconter que son chat a appris à jouer du violon sur le toit. Il a peut-être juste une sacrée allergie saisonnière, un coup de froid ou une morve rebelle. L'idée, c'est de regarder la fréquence, la cohérence avec d'autres signes comme un regard fuyant, tiens. Et surtout, si ce geste apparaît juste après qu'une question sensible a été posée, ou pendant qu'il raconte une histoire un peu trop belle pour être vraie. C'est un faisceau d'indices qu'on cherche, pas un signe isolé. On est des détectives, pas des accusateurs. Mais croyez-moi, une fois que vous aurez intégré ça, que vous saurez distinguer un vrai nez qui gratte d'un nez qui ment, vous ne verrez plus jamais un gars se gratter le nez de la même façon. Vous allez juste penser « Ah, petit cachotier, je t'ai vu, j'ai percé ton secret ». Et ça, les amis, c'est une satisfaction qui n'a pas de prix. Alors, prêt à scanner les visages pour le prochain signe? Signe numéro 3, les micro-expressions. Le flash de la vérité qui fait boum. Alors là, les amis, on touche au sein des seins de la détection de mensonges. Les micro-expressions, c'est le truc le plus sacré de puissant et le plus difficile à maîtriser. Mais quand vous commencez à les capter, c'est comme si le monde entier vous parlait un langage secret que seul vous comprenez. C'est la vérité pure, brute, qui éclate sur le visage d'une personne pendant une fraction de seconde, une nanoseconde, à peine le temps de cligner des yeux. C'est une émotion qui se pointe à la fenêtre, juste avant que le cerveau ne referme les volets en urgence. Pourquoi ça arrive, ce phénomène de dingue? Eh bien, c'est notre cerveau primitif qui fait des siennes. Quand on ment, il y a une émotion sous-jacente qui est là, la peur de se faire prendre, le dégoût de ce qu'on est en train de faire ou dire, la surprise parce qu'on ne s'attendait pas à cette question, ou même la tristesse de tromper quelqu'un. Notre cerveau conscient essaie de réprimer cette émotion, de la cacher pour maintenir l'illusion du mensonge. Mais l'émotion est tellement forte, tellement primaire, qu'elle transparaît sur le visage de manière involontaire, un petit flash ultra rapide avant que le contrôle conscient ne reprenne le dessus. C'est un peu comme un court-circuit dans le système, un glitch dans la matrice faciale, qui laisse apparaître la vraie couleur de l'émotion. C'est la vraie émotion qui fait un coucou éclair, avant d'être rappelée à l'ordre par le mensonge. C'est absolument génial. Alors comment on repère ces petits flashs de génie?
Accrochez-vous, parce que ce n'est pas une mince affaire. Ça demande un œil de lynx et de la pratique, mais quand ça se produit, c'est flagrant pour celui qui sait voir. La vitesse est la clé. On parle de mouvements musculaires du visage qui durent entre un 25e et un 5e de seconde. C'est incroyablement rapide. Vous ne verrez pas un sourire qui dure, vous verrez un froncement de sourcils, une moue, un plissement des lèvres qui apparaît et disparaît quasi instantanément. C'est un peu comme si une image subliminale de l'émotion traversait le visage. La contradiction fatale. Le plus important, c'est que cette micro-expression contredit souvent le message verbal ou l'émotion affichée consciemment. Par exemple, vous, avec un grand sourire, mais vous captez un flash de dégoût ou de peur sur son visage juste avant ou pendant qu'il prononce ces mots. Un « je suis ravi de te voir » qui est précédé d'une micro-expression de surprise ou de colère. Quelqu'un qui raconte une histoire triste, mais vous percevez un éclair de plaisir. C'est rare et très sombre, mais ça arrive chez les manipulateurs. Les micro-expressions peuvent révéler toutes les émotions de base. La colère, sourcils froncés, yeux perçants. La peur, yeux grands ouverts, sourcils levés et étirés. Le dégoût, nez plissé, lèvres supérieures levées. La tristesse, coin des lèvres vers le bas. La joie, plissement des yeux. La surprise, yeux et bouche ouverts. Et même le mépris, un coin de la bouche levée, l'autre pas. Quand vous voyez un de ces flashs qui ne correspond absolument pas à ce que la personne est en train de vous dire ou de montrer volontairement, bingo, vous tenez un indice de taille. Attention, c'est pas du cinéma. On ne devient pas un maître des micro-expressions du jour au lendemain, hein. Ça demande de l'entraînement, d'apprendre à observer finement, à scanner le visage de votre interlocuteur. C'est comme apprendre une nouvelle langue, ça ne vient pas en un claquement de doigts. Et surtout, n'oubliez jamais notre mantra, un signe isolé, ça ne veut rien dire. Si vous voyez un flash de dégoût, mais que tout le reste de la communication est limpide, ce n'est peut-être qu'une mouche qui passait ou une pensée passagère sans lien avec vous. Mais quand cette micro-expression est accompagnée d'un regard fuyant, d'une main qui touche le visage ou d'autres signes dont on va parler juste après, là, mes amis, vous avez un cocktail Molotov de la vérité qui vous explose à la gueule. Vous devenez de véritables détecteurs humains capables de voir au-delà des apparences. C'est ça, le pouvoir des micro-expressions. Capter la vérité même quand elle n'ose pas se montrer. Alors ouvrez grand vos yeux, affûtez votre regard, parce que la suite va continuer à vous donner des outils ultra puissants pour percer les mystères de la communication humaine. On continue, l'aventure ne fait que commencer. Alors mes cracks de l'observation, on a vu le regard, les mains sur le visage, et même ces éclairs de vérité que sont les micro-expressions. Mais il y a un autre canal de communication qui, lui aussi, trahit le menteur d'une manière assez dingue. Un canal que tout le monde utilise sans y penser, mais qui peut révéler bien des secrets. Je parle bien sûr de signe numéro 4, la voix qui déraille, les changements de ton et de rythme. Ah, la voix, cet outil merveilleux qui nous sert à papoter, à chanter sous la douche, à commander une pizza et à raconter des bêtises monumentales. Sauf que mes chers amis, quand le mensonge s'en mêle, la voix, elle, ne suit pas toujours la partition. Elle a ses propres petites mélodies de trahison, ses fausses notes qui ne trompent pas l'oreille exercée. Et vous, après cette vidéo, vous allez avoir l'oreille d'un détective. Pourquoi la voix devient-elle une telle girouette quand on essaie de cacher la vérité ? C'est simple comme bonjour, et c'est lié au stress, à l'anxiété et à l'énorme charge mentale que représente le mensonge. Pensez-y, mentir, ce n'est pas juste inventer une histoire. C'est inventer une histoire, la rendre crédible, la maintenir cohérente avec tout ce qui a été dit avant, anticiper vos questions, et en même temps gérer la peur de se faire choper. Tout ça, ça met une pression de fou sur notre corps. Cette tension se répercute sur les cordes vocales, sur la respiration, sur le rythme cardiaque. Le corps tout entier est en alerte et la voix en est le parfait reflet. C'est comme un ordinateur qui essaie de faire trop de trucs en même temps. Ça commence à ramer et à faire des bruits bizarres. Alors, comment on repère ces petits bugs vocaux qui nous hurlent le mensonge à l'oreille? Voici les signaux d'alerte à guetter. Le pic de la honte, la voix qui monte en aigu. C'est un des signes les plus fréquents. Sous l'effet du stress et de la tension, les cordes vocales se resserrent. Résultat, la voix a tendance à monter en aigu, parfois de façon subtile, parfois de manière très perceptible. La personne qui ment peut finir par avoir une voix plus fluette, moins ancrée, un peu comme un enfant qui essaie de justifier une bêtise. C'est le corps qui se contracte, et ça se sent dans la vibration. Si d'un coup la voix de votre pote qui est d'habitude grave comme un baryton se met à chanter la Castafiore, méfiance. Demi-marathon verbal ou la tortue qui hésite, débit accéléré ou ralenti.
Certains menteurs, sous la pression, vont vouloir en finir au plus vite. Ils se mettent à parler à une vitesse folle, débitant leurs mensonges comme une mitraillette, espérant que vous n'aurez pas le temps de capter les failles. Ils veulent juste que ça sorte et que ce soit fini. D'autres, au contraire, vont ralentir. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de construire leur récit en temps réel, de chercher leurs mots, de vérifier la cohérence de leur histoire. Ils hésitent, ils marquent des pauses inhabituelles. C'est le cerveau qui mouline à plein régime pour créer la fausse réalité. Les et autres bégaiements, les remplisseurs de vide. 3. Quand on ment, on ne sait pas toujours quoi dire, ou on cherche le bon mot pour faire passer la pilule. D'où l'apparition fréquente de ces petits mots béquilles comme enfin, tu vois. Ce sont des marqueurs d'hésitation, de l'incertitude. Et si ces bégaiements, ces hésitations ne sont pas habituels chez la personne, c'est un signe qui doit vous mettre la puce à l'oreille. C'est comme des petits cailloux qu'elle sème pour gagner du temps pendant qu'elle fabrique son bobard. Le grincement de gorge, l'éclaircissement suspect. Se racler la gorge, tousser un peu avant de répondre à une question sensible. C'est un réflexe quasi pavlovien du corps sous stress. C'est comme si la gorge se serrait et la personne tente de la dégager pour mieux parler. C'est un geste d'auto-apaisement, une petite tentative inconsciente de se calmer ou de nettoyer le passage avant de laisser sortir les mots qui ne sont pas si honnêtes. 5. Le volume mystérieux, trop fort ou trop faible. Certains menteurs vont parler plus fort que d'habitude, comme pour surcompenser un manque de confiance en leur propre histoire ou pour paraître plus autoritaires, plus crédibles. D'autres, au contraire, vont baisser le volume, murmurer comme s'ils voulaient que leur mensonge passe inaperçu, comme s'ils avaient honte de ce qu'ils sont en train de dire. Un changement soudain de volume par rapport à leur manière habituelle de parler est un signe à ne pas négliger. Mais attention, les potes, gardons les pieds sur terre. Comme pour les autres signes, il faut être malin. Quelqu'un qui a la gorge sèche, qui est enrhumé ou qui vient de courir un marathon peut aussi avoir la voix qui change, Et certains ont un débit de parole très rapide ou très lent naturellement. La clé, c'est la disruption, le changement par rapport à l'habitude de la personne et surtout que ça arrive au moment crucial, quand vous abordez le sujet qui fâche. Si votre pote a toujours parlé comme un TGV et que, quand vous parlez du gâteau que vous avez laissé sur la table et qui a disparu, il se met à parler encore plus vite et avec une voix aiguë, là on a un cas d'école. La voix est une sacrée mine d'or d'informations. Elle est difficile à contrôler consciemment quand la pression monte. Alors la prochaine fois que vous écoutez quelqu'un, n'écoutez pas seulement les mots, écoutez aussi la musique, le rythme, le ton. C'est souvent là que la vérité se cache ou que le mensonge se trahit. Prêt pour la suite? Accrochez-vous, car on va maintenant explorer comment les mouvements nerveux peuvent aussi vendre la mèche. On continue notre masterclass et ça va être épique. Alright, mes experts en détection, après avoir décortiqué les subtilités du regard et les trahisons de la voix, on passe à un classique indémodable, un signe universel qui crie « Tension à quiconque sait l'observer ». J'ai nommé signe numéro 5, le fidgeting, quand le corps ne peut plus tenir en place. Ah, le fidgeting, ce terme anglais un peu chic pour parler de nos bons vieux mouvements nerveux. C'est le festival de la petite agitation, le bal des mains qui gigotent, des pieds qui tapent, des objets qui sont torturés sans pitié. Et croyez-moi les amis, quand quelqu'un vous ment, son corps devient souvent diablement un feu d'artifice de ces petits gestes traîtres. Pourquoi ce phénomène de la toupie humaine quand on raconte des bobards? C'est simple comme bonjour. Le mensonge, c'est une sacrée source de stress et d'anxiété. Notre corps, intelligent comme il est, doit gérer cette énergie nerveuse qui monte, cette tension intérieure qui nous ronge. Il faut la libérer d'une manière ou d'une autre. C'est comme une cocotte minute sur le feu. Si tu ne la dépressurises pas, ça finit par exploser. Et pour le menteur, ces petits mouvements sont une sorte de soupape de sécurité inconsciente. C'est le corps qui crie « Je suis inconfortable, bordel », même si la bouche débite des mots super calmes et sereins. C'est une manière de dissiper l'excès de tension, d'essayer de se calmer ou juste de laisser s'échapper la pression accumulée. Alors, comment on repère ce festival de l'agitation? Ouvrez l'œil et soyez attentifs aux détails, parce que souvent c'est subtil au début et ça s'intensifie si le stress monte. Les mains qui ne tiennent pas en place. Jouer avec un stylo, le classique absolu. Cliquer, déclipser, tourner le stylo entre les doigts, le mordre, tripoter des objets. Un briquet, des clés, des bijoux, un bracelet, le bord de la chemise, une mèche de cheveux. Tout ce qui peut être manipulé pour occuper les doigts et libérer la tension. Se frotter les mains, non pas forcément pour avoir chaud, mais comme un geste d'auto-apaisement, pour évacuer l'anxiété. Joindre les doigts et les séparer. Un peu comme si les mains ne savaient pas comment se tenir, cherchant une position confortable qui n'arrive jamais. Les pieds et les jambes qui dansent la Macarena.
Taper du pied, un petit tapping incessant, une jambe qui gigote sous la table, c'est une énergie nerveuse qui doit sortir et souvent ça passe par le bas du corps parce que c'est moins visible et plus facile à dissimuler qu'une agitation des bras. Changer de position constamment. La personne n'arrive pas à trouver une position confortable. Elle bouge sur sa chaise, croise et décroise les jambes, se penche en avant puis en arrière. C'est le signe d'un malaise interne, d'une envie inconsciente de fuir la situation. Les ajustements répétitifs, remettre ses lunettes, sa montre, sa cravate, des gestes qui sont normalement faits une ou deux fois, mais qui deviennent répétitifs et presque obsessionnels. C'est une tentative de retrouver un certain contrôle, de se rassurer. Lisser ses vêtements, un pli imaginaire sur la chemise, la robe qui n'est pas bien droite. Encore une fois, un besoin de perfection pour compenser le désordre intérieur. Mais attention, les experts en herbe, encore une fois, ne tirez pas de conclusions hâtives. Quelqu'un qui a le TDAH, qui est juste impatient ou qui a trop bu de café peut aussi être agité. Le fidgeting en soi n'est pas une preuve irréfutable de mensonge. La clé, c'est toujours le changement par rapport à la norme de la personne, l'intensité et le contexte. Est-ce que cette agitation apparaît pile au moment où vous posez une question dérangeante? Est-ce que la personne est normalement calme et posée, et là d'un coup, elle se met à gigoter comme un ver sur un hameçon? Et surtout, est-ce que ça vient avec d'autres signes dont on a déjà parlé ou ceux qu'on va aborder? Le fidgeting est un excellent indicateur de stress et d'inconfort. Et si ce stress et cet inconfort apparaissent quand la personne vous raconte une histoire, eh bien les amis, ça sent le roussi. C'est le corps qui hurle à l'aide. Je ne suis pas à l'aise avec ce que je dis. Alors, la prochaine fois que vous discutez avec quelqu'un, ne vous contentez pas de l'écouter. Scannez le champ de bataille. Est-ce que ses mains dansent la rumba? Est-ce que ses pieds tapent un rythme endiablé? Parce que le corps, lui, ne ment jamais. Prêt à démasquer le prochain indice? Accrochez-vous, on va maintenant voir comment le corps peut se mettre littéralement en mode bouclier quand le mensonge est en approche. C'est parti pour le 6e signe. Bon mes chers décodeurs du comportement humain, après avoir vu comment le corps bouillonne d'agitation, on va maintenant observer comment il se met en mode forteresse quand le mensonge s'apprête à être lâché. Préparez-vous à scruter les défenses, parce que voici, signe numéro 6, les barrières physiques. Le bouclier anti-vérité qui dit « ne m'approchez pas ». Alors là, mes amis, les barrières physiques, c'est un truc énorme quand on parle de mensonges. C'est le corps qui, inconsciemment, essaie de se protéger, de se barricader, comme un petit enfant qui se cache derrière ses mains. C'est une stratégie de défense non verbale qui en dit long sur l'inconfort et la vulnérabilité que ressent la personne. C'est une sorte de « ne m'approchez pas ». Je ne suis pas à l'aise avec ce que je suis en train de faire ou de dire. Pourquoi diable notre corps érige-t-il ses remparts quand on ment? Quand quelqu'un ment, il se sent souvent exposé, en danger. Il a peur d'être démasqué, de se prendre une réplique, d'être jugé. Ce sentiment de vulnérabilité est super puissant et déclenche une réaction de protection quasi instinctive. C'est comme si le corps voulait créer une distance physique pour compenser la distance émotionnelle et la malhonnêteté qu'il est en train de déployer. On ne veut pas de la connexion, on veut de la séparation. On veut se rendre moins accessible, moins lisible, en se cachant derrière un objet ou une posture. C'est un peu comme un petit mur de briques invisibles que la personne construit entre elle et vous, juste pour que la pilule de son mensonge passe mieux. Alors, comment on repère ces forteresses humaines? Soyez attentifs, car ce n'est pas toujours un château fort, ça peut être un petit muret. Non déclame croisé. Le classique intemporel. C'est le geste le plus emblématique de la posture défensive ou de fermeture. Quand quelqu'un croise ses bras, il ferme son torse, sa zone vitale. C'est un signe qu'il se sent mal à l'aise, en désaccord, ou qu'il est sur la défensive. Et quand il ment, c'est d'autant plus vrai. C'est une manière inconsciente de dire « je me protège de toi, de tes questions, de la vérité que je cache ». Si la personne est habituellement ouverte et décontractée, et que subitement, pendant une question délicate, ses bras se retrouvent croisés, le signal est clair comme de l'eau de roche. 2. Les objets comme bouclier. Le rempart improvisé. Ça, c'est génial à observer. La personne va inconsciemment placer un objet entre elle et vous. Un sac à main posé sur les genoux, une tasse de café tenue à 2 mains devant la poitrine, un livre, un dossier, même un coussin sur le canapé. L'ordinateur portable, le téléphone portable, tout ce qui peut servir à créer une petite barrière physique, une sorte de tranchée entre elle et son interlocuteur. C'est une tentative de se sentir plus en sécurité, moins exposé, comme si l'objet pouvait absorber une partie de la tension ou vous empêcher de percer sa carapace. 3. Le recul ou le demi-tour. L'évasion corporelle.
Moins une barrière dure, mais tout aussi significative. La personne va subtilement reculer son corps, décaler sa chaise, ou même se tourner légèrement sur le côté, ne vous présentant plus son corps de face. C'est un mouvement de retrait, une tentative de créer de l'espace, de la distance. Si la personne était engagée dans la conversation et qu'elle commence à s'éloigner physiquement de vous au moment d'aborder un sujet sensible, c'est un indice fort de son inconfort et de son envie de fuir la situation. Mais attention, chers détectives, ne vous précipitez pas comme des boulets de canon. Le contexte est ultra important ici. Quelqu'un qui a froid peut croiser les bras. Quelqu'un qui est dans un lieu public peut poser son sac sur ses genoux pour le protéger. Quelqu'un de timide peut avoir tendance à se reculer. La clé, c'est encore et toujours le changement. Est-ce que ce comportement est nouveau? Est-ce qu'il apparaît spécifiquement quand vous abordez un sujet que la personne semble vouloir éviter? Est-ce que cette barrière est dressée au moment même où elle vous raconte une histoire qui manque de crédibilité? Et surtout, on cherche un cluster, un faisceau d'indices. Si la personne croise les bras, qu'elle évite votre regard et qu'en plus sa voix monte en aigu, là, mes amis, vous avez de fortes chances d'avoir une belle salade en face de vous. Les barrières physiques sont un signe puissant d'un besoin de protection ou de dissimulation. Alors, la prochaine fois que vous discutez, scrutez l'espace entre vous et votre interlocuteur. Y a-t-il un mur invisible qui se dresse? Parce que le corps, lui, quand il n'est pas à l'aise avec la vérité, il a tendance à construire des fortifications, prêt pour la prochaine étape de notre enquête. On va voir comment le corps peut se contredire lui-même, même quand la bouche raconte un truc bien rodé. Accrochez-vous, ça devient de plus en plus juteux. Bon, les agents secrets du quotidien. Après avoir vu comment le corps essaie de se barricader, on va passer à un signe qui est tellement flagrant qu'il en est presque comique une fois qu'on sait le déceler. C'est le genre de truc qui vous fait vous dire « Mais comment j'ai pu rater ça avant, bordel de nouilles ?» Accrochez-vous, car voici, signe numéro 7, la dissonance verbale, non verbale. Quand la bouche dit oui et le corps dit « va te faire voir ». Alors là, mes amis, la dissonance verbale, non verbale, c'est le moment où le corps ne peut plus se contenir et trahit ouvertement ce que la bouche tente désespérément de cacher. C'est la plus grande erreur que commettent les menteurs qui ne sont pas des acteurs oscarisés. C'est simple, les mots racontent une histoire, et le corps, lui, raconte une toute autre histoire, souvent la vraie. C'est le grand spectacle du conscient qui se bat contre l'inconscient, et l'inconscient, croyez-moi, gagne souvent par KO. Pourquoi ce clash entre ce qui est dit et ce qui est montré? C'est le principe du 2 poids, 2 mesures. Votre cerveau conscient est en mode contrôle. Il fabrique le mensonge, il le peaufine, il le prononce. Mais votre cerveau inconscient, lui, est honnête. Il est connecté à vos émotions primaires, à votre malaise, à votre anxiété de mentir. Et le corps, c'est la marionnette de l'inconscient. Il réagit à cette vérité profonde qui lutte contre le mensonge. C'est comme si une partie de vous voulait dire « Écoute-moi, pas lui, il te ment ». C'est un décalage énorme, une faille spatio-temporelle dans la communication qui vous hurle à la gueule qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond. Alors, comment on repère ce grand écart entre les mots et les gestes? Soyez attentifs car une fois que vous l'avez vu, vous ne pourrez plus le dévoir. Le oui qui fait non. Et vice-versa, le classique ultime, c'est l'exemple le plus flagrant et le plus facile à capter. Quelqu'un vous dit avec assurance « Bien sûr que j'ai fait mes devoirs », mais sa tête fait un léger mouvement de non quasi imperceptible, un micro-hochement de négation. Ou bien, à l'inverse, il vous assure « Non, je ne suis pas fâché », tandis que sa tête acquiesce subtilement. Ce décalage est monumental. Le corps, par ce petit mouvement instinctif, vient directement contredire les mots prononcés. C'est le moment où l'inconscient lâche un « Oups, j'ai tout dit ». L'enthousiasme verbal versus le corps qui dégonfle. Le faux positif. Imaginez la scène. Oui, c'est une super idée, je suis vraiment partant, dit-il avec un grand sourire, mais en même temps, ses épaules s'affaissent légèrement, son corps se penche en arrière comme s'il prenait de la distance, ou ses bras se croisent discrètement. La bouche exprime la joie et l'accord, mais le reste du corps manifeste le désintérêt, la retenue, voire le rejet. C'est comme si le corps aspirait l'énergie que les mots tentent de projeter. Les mots de confiance versus les gestes d'inconfort, le contraste saisissant. Quelqu'un vous dit d'une voix posée « Je suis absolument certain de ce que j'avance », mais au même moment, ses mains se frottent nerveusement, il tapote du pied sous la table, ou sa main remonte pour toucher son nez. Les mots sont empreints de certitude, mais le corps exprime une agitation, une anxiété, un besoin de se rassurer. C'est une contradiction flagrante entre le message de confiance et le comportement corporel qui révèle un malaise profond. L'expression faciale forcée, le sourire qui ne colle pas. La personne raconte une histoire qu'elle veut rendre crédible et affiche un sourire forcé. Mais ce sourire n'atteint pas les yeux, les célèbres pas de doigts des sourires sincères.
Seule la bouche sourit, tandis que le haut du visage reste neutre, ou pire, exprime une autre émotion via une micro-expression. Le visage entier ne participe pas à l'émotion affichée. C'est un sourire de façade, un masque qui ne colle pas. Mais attention, les copains, pas de précipitation. Ce signe est puissant, super puissant, mais comme toujours, le contexte et la ligne de base de la personne sont cruciaux. Certains sont juste maladroits ou ont des tics nerveux qui ne veulent rien dire. Le truc, c'est de repérer quand ce décalage apparaît spécifiquement lors d'une question sensible, d'une affirmation importante, et surtout si ce n'est pas son comportement habituel. La vraie magie opère quand vous voyez un oui qui fait non couplé à un regard fuyant, des bras croisés ou un ton de voix qui déraille. Là, mes amis, vous avez une preuve quasi irréfutable que quelque chose ne va pas, que le mensonge est en train de se dérouler sous vos yeux. C'est le signe que le corps humain, cette machine incroyable, a une intégrité que même la volonté la plus forte du menteur ne peut pas toujours briser. Vous êtes prêts à repérer ces trahisons silencieuses? Parfait. Parce que notre prochaine étape va explorer comment le corps essaie de se calmer lui-même quand il est en plein stress du mensonge. Accrochez-vous, on continue notre exploration fascinante, alors mes agents spéciaux de la vérité. Après avoir démasqué les clashs verbaux non-verbaux, on va s'attaquer à un signe un peu plus doux, mais tout aussi révélateur. C'est le corps qui, sous le stress du mensonge, se cherche un peu de réconfort, un petit doudou humain pour supporter la pression. Je vous présente signe numéro 8, le toucher auto-apaisant, le doudou humain qui trahit. Ah, le toucher auto-apaisant. Ce geste, mes amis, c'est le corps qui se prend lui-même en charge, qui essaie de se calmer, de se rassurer quand ça chauffe sous la casquette. Quand quelqu'un ment, il est sous une pression interne monumentale. Il y a le stress de la situation, la peur de se faire choper, la culpabilité, et tout ça, ça génère une sacrée quantité d'anxiété. Le corps cherche alors des moyens de réduire cette tension, de se donner un peu de tendresse, de se faire un petit câlin à lui-même pour supporter le coup. C'est un peu comme un enfant qui suce son pouce ou qui serre son nounours quand il a peur ou qu'il est mal à l'aise. Pourquoi cette petite manie de se tripoter quand on raconte des cracks? Pensez-y. Mentir demande beaucoup d'énergie cognitive et émotionnelle. C'est épuisant. Le corps perçoit cette surcharge comme une menace, un inconfort. Alors il active des mécanismes de survie, des réflexes de réconfort que nous avons tous en nous. Le contact physique, même avec soi-même, libère des hormones comme l'ocytocine qui ont un effet calmant. C'est une tentative inconsciente de gérer le stress et de ramener un semblant de sérénité pour pouvoir continuer à dérouler le mensonge sans craquer. C'est comme si le corps se disait « Allez, ça va aller, continue ton numéro, on est presque au bout ». Alors comment on repère ce doudou humain qui trahit? Ouvrez l'œil pour ces gestes fréquents, se frotter la nuque ou le cou. Le massagiste anxieux, c'est un classique, la main qui remonte à l'arrière de la tête pour frotter la nuque ou qui vient toucher le cou sur le côté. Cette zone est très sensible et le frottement est apaisant. C'est une tentative de soulager la tension accumulée dans cette région, souvent associée au stress. Le geste peut être lent et doux ou plus rapide et nerveux, selon le niveau d'anxiété. Se caresser le bras, l'épaule ou la jambe, le câlin discret. La personne va passer sa main sur son bras, son épaule ou sa cuisse. C'est un geste d'auto-réconfort, une manière de se toucher pour se rassurer. C'est une caresse que l'on se donne à soi-même. Ce frottement doux crée une sensation de sécurité et de chaleur, un peu comme un câlin solitaire. Jouer avec ses cheveux ou se caresser la joue, l'oreille. Le geste enfantin. Remettre une mèche de cheveux derrière l'oreille. Enrouler un cheveu autour de son doigt ou se caresser délicatement la joue ou le lobe de l'oreille. Ces gestes sont souvent liés à un besoin de confort et de régression vers des comportements plus enfantins et apaisants. C'est un peu comme chercher la douce sensation d'être pris en charge. Massage ciblé, tempes, front, le soulagement mental. Parfois, la personne va venir masser ses tempes ou se frotter le front. C'est une tentative de soulager une pression mentale, un mal de tête symbolique causé par le mensonge et l'effort cognitif qu'il demande. Mais attention, mes futurs maîtres de l'observation. Comme toujours, la nuance est de mise, quelqu'un peut se gratter la nuque parce qu'il a un torticolis, se caresser le bras parce qu'il a froid, ou jouer avec ses cheveux par simple habitude. Le contexte est capital. La question à se poser est, ce geste auto-apaisant apparaît-il spécifiquement au moment où la personne est confrontée à une question délicate, ou quand elle est en train de raconter une histoire qui semble un peu trop belle pour être vraie? Est-ce que c'est un changement par rapport à son comportement habituel? Et surtout, est-ce qu'il est accompagné d'autres signes que nous avons déjà vus?
Genre, la main qui frotte la nuque pendant qu'on entend la voix monter en aigu et que le regard se perd dans le vague. Là, ça commence à faire beaucoup, hein. Le toucher auto-apaisant est un signal puissant d'inconfort et de besoin de réassurance. Et quand cet inconfort est lié à ce que la personne est en train de vous raconter, c'est un indice que vous tenez entre vos mains. Le corps cherche à se calmer parce qu'il est en mode alerte stress à cause du mensonge. Alors, la prochaine fois que vous discutez, scrutez les mains de votre interlocuteur. Sont-elles à la recherche d'un réconfort ? Parce que le corps, lui, a ses propres manières de se consoler quand il est pris en flagrant délit de mensonge. Prêt pour la prochaine étape de notre enquête ? On va voir comment le volume de détails peut aussi nous donner de précieux indices. Accrochez-vous, on est en plein dans le cœur du sujet. Bon, mes détectives de l'extrême, après avoir vu comment le corps essaie de se consoler sous le stress, on va maintenant s'attaquer à un piège énorme dans lequel tombent beaucoup de menteurs, un truc qui se passe directement au niveau des mots, mais qui est le symptôme d'un déséquilibre non-verbal. Accrochez-vous, car voici. Signe numéro 9, l'excès de zèle ou le vide sidéral, la grosse gaffe du menteur. Alors là, mes amis, ce signe, c'est le grand écart du menteur. Soit il vous en met plein la vue avec une montagne de détails, soit il vous laisse sur votre faim avec un désert d'informations. C'est la preuve que son cerveau est en surchauffe, qu'il est tellement concentré sur son mensonge qu'il en oublie la règle d'or, la simplicité est la clé de la crédibilité. Pourquoi ce comportement si contradictoire ? C'est simple, c'est lié à la gestion du mensonge et à la peur de se faire choper. L'excès de détails, la stratégie du pot de colle. Quand un menteur choisit cette option, c'est qu'il pense à tort que plus son histoire est riche en détails, plus elle sera crédible. C'est une surcompensation massive. Il essaie de vous submerger d'informations pour noyer le poisson, pour vous distraire du mensonge central. Il va vous donner des précisions sur la couleur de la voiture du voisin, le temps qu'il faisait, la marque de son café, le nom du caissier, ce qu'il a mangé au petit déjeuner, des infos que vous n'avez absolument pas demandées et qui n'ont aucun rapport avec la question principale. C'est une tentative de sonner authentique et transparent. Il vous donne tellement de ficelles que vous finissez par ne plus savoir laquelle tirer. Le problème, c'est que ces détails sont souvent superflus, trop parfaits, trop chronologiques et sentent la construction artificielle à plein nez. C'est le genre de personne qui, quand tu lui demandes « Où étais-tu hier soir ?», te répond alors vers 19h17 « Je suis parti de chez moi. J'ai mis mon pull bleu ciel, celui que tu m'as offert l'année dernière, et j'ai vu le chat du voisin qui chassait une feuille morte près de la haie. Stop, on s'en fiche du chat du voisin. Dis juste où tu étais. Bon sang. » Deux mots criants de détails. La peur du fil à la patte. À l'opposé, vous avez le menteur qui opte pour la stratégie du silence radio. Lui, il a une peur panique de se contredire. Il sait que chaque détail supplémentaire est une chance de plus de se faire griller. Alors il répond de manière vague, évasive, monosyllabique. Tu lui poses une question ouverte et il te renvoie un bof, pas grand-chose, juste des trucs. C'est une tentative de minimiser les risques. Moins il en dit, moins il y a de chances de laisser des preuves, des indices. Le problème, c'est que ça rend son discours creux, peu convaincant, et surtout, ça ne répond pas à la question. Si tu lui demandes comment s'est passée ta journée, et qu'il est d'habitude super loquace, mais qu'il te répond « bien », rien de spécial. Avec un regard fuyant, là, ça sent le poisson louche. Alors, comment on repère ce grand écart? Si c'est un bavard intarissable, attendez-vous à des réponses surchargées, des digressions inutiles, des informations non pertinentes qui viennent parasiter le message principal. Il va déballer des faits insignifiants pour masquer l'absence de faits importants ou la fausseté de ces derniers. C'est la surcharge cognitive du mensonge. Si c'est un avare de mots, vous aurez droit à des réponses courtes, des « je ne sais pas », des « je ne m'en souviens plus », surtout si la mémoire est d'habitude excellente, ou des reformulations de la question plutôt qu'une vraie réponse. Il va faire l'autruche verbale, espérant que vous lâcherez l'affaire. Mais attention les loupes, ne tirez pas à boulet rouge à chaque fois. Le contexte, toujours le contexte. Certaines personnes sont naturellement prolixes, d'autres naturellement concises. La fatigue, le fait d'être pressé, ou même un sujet qui n'intéresse pas la personne, peut influencer sa quantité de détails. La clé, encore une fois, c'est le changement radical de comportement. Si un bavard devient tout d'un coup muet comme une carpe sur un sujet précis, ou si un type discret se met à vous raconter la généalogie de son hamster quand vous lui demandez où est passé le dernier gâteau, là, c'est le signal que son cerveau est en mode panique mensongère. Et si ça s'ajoute à des mains qui tripotent le visage, une voix qui déraille et un regard fuyant, eh bien mes amis, vous avez une belle brochette d'indices. Ce signe est génial parce qu'il nous montre que le menteur, pris entre l'envie d'être crédible et la peur de se faire prendre, fait souvent l'erreur de trop ou pas assez en dire.
Le juste milieu, c'est la vérité, et c'est ce qu'il a du mal à trouver. Prêt à démasquer le prochain indice, on va voir comment la posture peut aussi vous hurler la vérité. Accrochez-vous, on est en train de devenir des pros. Bon, mes fins limiers, après avoir analysé le contenu des paroles et la façon dont elles sont débitées, on va maintenant l'observer comment le corps lui-même se comporte dans l'espace, comment il tient ou pas la route quand la vérité est mise à mal. Préparez-vous à scruter la posture, car voici, signe numéro 10, le corps qui se fige ou qui valdingue, la posture du menteur. Alors là, mes amis, ce signe, c'est un peu le double tranchant de la vérité. D'un côté, vous avez le corps qui devient une statue de sel, de l'autre, vous avez le corps qui ne sait plus sur quel pied danser. Et les deux, croyez-moi, sont des sacrés indicateurs de tension et de malhonnêteté. C'est le corps qui, sous la pression du mensonge, perd son naturel, soit en devenant trop rigide, soit en devenant trop instable. Pourquoi ce sacré bazar corporel quand on ment? C'est toujours la même histoire, le stress, l'anxiété et cette fameuse charge cognitive de maintenir une fausse réalité. La rigidité corporelle, la statue du commandeur du mensonge. Quand quelqu'un ment, il essaie parfois de contrôler chaque sacré petit muscle de son corps. La peur de se faire prendre, d'envoyer un signal involontaire, pousse certaines personnes à se figer. C'est une surcompensation extrême. Le menteur va essayer de paraître calme, posé, inébranlable. Le problème, c'est que ça donne un résultat qui est tout sauf naturel. Le corps devient raide, les gestes sont minimes, contrôlés, presque robotiques. Les épaules peuvent être rentrées, la mâchoire serrée, le regard peut être fixe sans clignement. C'est comme si la personne avait peur que le moindre mouvement vienne briser son masque de crédibilité. Elle est sur la défensive, contractée, prête à encaisser le choc. Elle est tellement concentrée à ne rien laisser transparaître qu'elle en devient figée. Un peu comme un soldat au garde à vous qui ne doit pas bouger d'un cil, même sous la torture. Sauf que là, la torture, c'est le mensonge qu'il est en train de vous débiter. 2. L'instabilité corporelle. La girouette humaine. À l'opposé de la rigidité, vous avez le corps qui ne tient plus en place. Ici, la tension et l'anxiété se manifestent par un besoin constant de bouger, de changer de position, de se balancer. C'est le corps qui cherche désespérément une échappatoire à l'inconfort qu'il ressent. La personne peut se balancer d'avant en arrière ou de gauche à droite si elle est debout. Si elle est assise, elle va changer de position sur sa chaise toutes les 2 secondes, croiser et décroiser les jambes de manière excessive, se tortiller. Ce n'est pas le fidgeting des mains ou des pieds qu'on a vu en signe 5, mais une agitation qui concerne le corps entier. C'est comme si son centre de gravité était instable, comme si elle était sur des charbons ardents et cherchait désespérément un peu de répit. C'est une manière de libérer l'excès d'énergie nerveuse accumulée par le mensonge. Alors, comment on repère ces 2 extrêmes qui hurlent l'inconfort si la personne est habituellement expressive? Une subite absence de geste, une posture trop droite et immobile, une raideur inattendue doit vous alerter. Si la personne est d'habitude plutôt calme et posée, une agitation soudaine, un balancement incessant, des changements de position fréquents et sans raison apparente sont des signaux forts. Mais attention, les as de l'observation. Comme pour tous les signes, le contexte et la ligne de base de la personne sont primordiaux. Quelqu'un qui a mal au dos peut être rigide, quelqu'un qui a trop bu de café peut être agité, quelqu'un qui attend des nouvelles importantes peut être naturellement instable. La clé, c'est le contraste et le timing. Est-ce que cette rigidité ou cette instabilité apparaît au moment précis où la conversation prend une tournure délicate? Est-ce que ce n'est pas son comportement habituel? Et surtout, est-ce que ce signe est accompagné d'un regard fuyant, de mains qui touchent le visage, d'une voix qui déraille ou d'autres indices que nous avons déjà découverts? Si la réponse est oui, alors mes amis, vous avez une belle preuve de l'inconfort et de la pression interne liée au mensonge. Le corps essaie soit de se maîtriser à l'excès, soit il lâche prise sous la tension. Le signe est fantastique parce qu'il nous montre que même sans un mot, le corps peut hurler la vérité par sa simple attitude. Il révèle l'état interne de la personne qu'elle essaie désespérément de cacher. Prêt pour la suite? On va maintenant examiner un indice souvent très visuel et révélateur qui apparaît malgré la volonté. Accrochez-vous, on est presque au bout de notre liste et ça devient de plus en plus fascinant. Bon, mes fins observateurs, on approche de la fin de notre liste, mais pas des moindres. Ce signe-là, il est tellement révélateur qu'une fois que vous le verrez, vous ne pourrez plus l'ignorer. C'est un petit détail, mais il parle fort, très fort. Accrochez-vous, car voici signe numéro 11, les lèvres qui se serrent ou qui souffrent, la rétention du mensonge. Alors là, mes amis, les lèvres pincées ou mordues, c'est un truc incroyable quand on y pense. Nos lèvres, ce sont les portes de notre bouche, là où les mots sortent. Et
quand la personne ment, ces portes peuvent se transformer en véritables remparts ou en zones de tension qui trahissent ce qui se passe à l'intérieur. C'est une manière pour le corps de dire « je retiens ce que j'ai à dire » ou « je gère mon stress ». Pourquoi ce petit spectacle labial quand on raconte des cracks? Encore une fois, c'est lié au stress, à la tension et à cette sacrée de pression de devoir maintenir le mensonge. Les lèvres pincées, la barrière silencieuse. Quand quelqu'un pince ses lèvres, elles deviennent fines, serrées, presque invisibles. C'est comme si la personne essayait de retenir ses mots, de les empêcher de s'échapper. C'est une fermeture, une rétention. C'est le corps qui veut serrer l'information, ne pas la laisser filer, de peur de dire quelque chose qui contredirait le mensonge. C'est souvent un signe de désaccord interne, de désapprobation avec ce qui est en train d'être dit par la personne elle-même, ou de ce qui est perçu. C'est une tentative inconsciente de se fermer pour ne pas laisser passer une erreur. Imaginez quelqu'un qui n'a pas envie de dire la vérité et qui ferme sa bouche à double tour, mais de l'intérieur, se mordre les lèvres, ou l'intérieur de la joue, le soulagement par la douleur. Ça, c'est une autre facette de la tension. Quand on se mordit les lèvres, c'est souvent un geste d'auto-apaisement, comme le signe numéro 8, une manière de gérer l'anxiété ou l'inconfort. La légère douleur ou la sensation physique détourne l'attention du stress psychologique lié au mensonge. C'est comme un mini-interrupteur pour la tension. On peut aussi se mordre l'intérieur de la joue. C'est un geste discret, mais hyper révélateur de l'état de stress et d'anxiété que la personne est en train de vivre. C'est une tentative de se calmer, de se recentrer ou de se punir légèrement pour la tromperie en cours. Alors comment on repère ces petits détails labiaux? Le timing est crucial. Observez si les lèvres se pincent ou si la personne se mord les lèvres juste avant, pendant ou juste après avoir répondu à une question délicate ou quand elle évoque un sujet sensible. La durée. Ces gestes sont souvent furtifs, une fraction de seconde, mais ils sont là. La force. Les lèvres pincées peuvent être très serrées, montrant une forte rétention. La morsure peut être légère ou plus prononcée. Mais attention, les légendes de l'observation, pas de jugement hâtif. Comme toujours, la prudence est de mise. Quelqu'un qui a froid peut avoir les lèvres serrées. Quelqu'un qui réfléchit intensément ou qui est simplement concentré peut aussi se mordre les lèvres par habitude. Une personne qui a mal aux dents ou qui a un aft peut aussi faire ces gestes. La clé, c'est le décalage. Est-ce que ce comportement est habituel chez cette personne ou est-ce qu'il apparaît subitement, de manière incongrue, au moment même où elle est en train de vous raconter une histoire qui ne tient pas debout? Et surtout, est-ce que ce signe est accompagné d'un regard fuyant, d'un changement de voix, de fidgeting ou de ces autres indices que nous avons passés en revue? Si oui, alors là, mes amis, vous avez un sacré indice que la personne est sous tension et qu'elle retient quelque chose. Ces petits gestes des lèvres sont des signaux faibles mais extrêmement puissants de l'inconfort et de la volonté inconsciente de ne pas laisser passer la vérité. Le corps a ses propres mécanismes de censure et de soulagement, et les lèvres en sont de parfaits messagers. Prêt pour le tout dernier signe de notre liste, il est peut-être le plus physiologique et le moins contrôlable de tous, et il hurle le stress à plein poumon. Accrochez-vous, on termine en beauté. Alright, mes maîtres de l'observation, mes as du décryptage. On arrive au 12e et dernier signe de notre liste, et celui-là, c'est le coup de grâce, la preuve ultime que le corps ne peut absolument pas mentir quand la pression est à son paroxysme. C'est un signe purement physiologique, involontaire et donc extrêmement difficile à contrefaire. Préparez-vous à démasquer le stress à fleur de peau, car voici, signe numéro 12, le rouge de la honte ou de la panique. Transpiration et rougeur soudaine. Alors là, mes amis, la transpiration et les rougeurs soudaines, c'est la cerise sur le gâteau du mensonge, le signal d'alerte qui vous hurle que la personne est en train de nager en eau trouble. Quand on parle de détection de mensonges, ces réactions sont parmi les plus fiables, car elles sont quasi impossibles à contrôler consciemment. C'est le corps qui prend le dessus, qui dit non au mensonge avec des litres de sueur et des flammes sur les joues. Pourquoi cette sudation et ce rougissement quand on balance des bobards? C'est simple, c'est la fameuse réponse de lutte ou de fuite, qui s'active en mode turbo. Quand on ment, notre cerveau perçoit la situation comme une menace potentielle, peur de se faire prendre, peur des conséquences, peur de la confrontation. Il déclenche alors une cascade d'hormones de stress, comme l'adrénaline et le cortisol. Ces hormones préparent le corps à réagir, le cœur bat plus vite, la pression artérielle monte, les vaisseaux sanguins se dilatent ou se contractent, et les glandes sudoripares se mettent à bosser à plein régime. C'est une réaction archaïque, un sacré réflexe de survie que le menteur ne peut pas désactiver.
même avec la meilleure volonté du monde. Alors, comment on repère ces signaux de détresse corporelle? C'est assez visuel et physique. La transpiration soudaine, la douche froide du mensonge. Observez si la personne commence à transpirer de manière inattendue. Ce n'est pas la sueur d'un effort physique ou d'une chaleur ambiante. C'est une transpiration qui apparaît d'un coup, souvent sur le front, la lèvre supérieure, le cou, la paume des mains, ou même sous les aisselles. C'est le corps qui tente d'évacuer la chaleur interne générée par le stress. Un front perlé de sueur alors que la pièce est climatisée, c'est un signal qui doit vous faire tiquer. C'est le corps qui dit « Je suis en surchauffe mentale, à l'aide ». Les rougeurs soudaines, le visage qui devient un gyrophare. Le blushing ou rougissement est tout aussi révélateur. Sous l'effet du stress et de l'afflux sanguin, le visage, joue, front, le cou et même parfois le décolleté peuvent se couvrir de rougeurs vives et soudaines. C'est une réaction involontaire des capillaires sanguins. La personne peut devenir écarlate d'un coup, surtout si elle est prise au dépourvu par une question incisive. C'est le corps qui trahit la honte, la gêne ou la peur de la confrontation. C'est le visage qui rougit que nos expressions populaires décrivent si bien. Mais attention, mes gens en or, il faut être malin. On ne va pas accuser quelqu'un de mentir parce qu'il rougit en parlant de sa passion pour les licornes ou qu'il transpire après avoir monté 4 étages à pied. Le contexte et encore le contexte. Exclure les autres causes, la chaleur ambiante, l'effort physique, la timidité naturelle, la consommation d'alcool ou certains médicaments peuvent provoquer transpiration ou rougeur. Une personne peut aussi rougir de gêne face à un compliment inattendu, par exemple. La soudaineté et l'incongruité. La clé est que ces réactions apparaissent soudainement et sans raison apparente liée à l'environnement ou à l'état physique, juste au moment où un sujet sensible ou un mensonge potentiel est abordé. Le faisceau d'indices. Ces signaux sont incroyablement puissants quand ils sont combinés à d'autres signes. Si la personne rougit subitement, transpire un peu, évite votre regard, se mord les lèvres et parle plus vite, là, mes amis, vous avez une preuve physiologique énorme que son système est en train de disjoncter sous la pression du mensonge. Ces réactions physiologiques sont les ultimes traîtres du corps humain. Elles sont difficiles, voire impossibles à contrôler consciemment. Elles sont le cri silencieux du corps qui dit « Je suis en situation de stress intense à cause de ce que je suis en train de faire ». Et quand ce stress est lié au discours, c'est bingo. Voix. Reprenant un ton plus général et enthousiaste, comme après un grand succès, « Donc voilà mes chasseurs de vérité, mes ninjas de l'observation. Nous avons parcouru ensemble les 12 signes corporels incontournables qui prouvent que quelqu'un vous ment. Vous avez maintenant une boîte à outils énorme pour décrypter les signaux que le corps envoie, même quand la bouche raconte des histoires. Mais rappelez-vous bien, et c'est diablement important, un seul de ces signes pris isolément ne suffit jamais à conclure qu'une personne ment. On n'est pas là pour devenir des paranoïaques qui jugent au moindre mouvement. La clé, c'est l'observation des changements par rapport au comportement habituel de la personne, sa ligne de base et surtout la présence d'un faisceau de signes concordants. Plus vous détectez de ces indices en même temps, plus la probabilité d'un mensonge est élevée. Utilisez ces connaissances pour mieux comprendre les gens, pour affûter votre intuition, pour ne plus vous faire avoir, mais ne les utilisez pas pour accuser à tort et à travers. La psychologie humaine est complexe, et on est là pour la décrypter avec intelligence et finesse. Alors, quel est le signe qui vous a le plus surpris? Lequel allez-vous commencer à observer en premier chez les autres? Balancez-moi ça en commentaire, je suis super chaud de lire vos retours. Et si cette vidéo vous a ouvert les yeux, si elle vous a donné l'impression d'avoir un nouveau super pouvoir, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire, non? Un gros pouce bleu qui fait plaisir, un abonnement de feu si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr activez cette sacrée de cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines analyses. On est là pour vous donner les clés pour devenir des maîtres de la communication, des as de la détection, des gens qui ne se laisseront plus jamais embobiner. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très vite pour décoder d'autres mystères fascinants du comportement humain. Restez affûtés. Et voilà, mes amis, mes détectives hors pair, nous avons parcouru un chemin incroyable ensemble. Vous avez maintenant dans votre besace les 12 signes corporels incontournables qui prouvent que quelqu'un est en train de vous raconter des salades. On a décortiqué les regards fuyants ou trop fixes, les mains qui tripotent le visage, les micro-expressions furtives, les voix qui déraillent, les corps qui gigotent ou se figent, les barrières physiques, les fameuses dissonances verbales, non-verbales, les gestes auto-apaisants, les discours trop détaillés ou trop évasifs, et enfin, ces traîtres physiologiques que sont les rougeurs et la transpiration. Vous avez maintenant entre les mains une véritable boîte à outils, une paire de lunettes au rayon X pour scanner le monde qui vous entoure.
Plus jamais vous ne regarderez une conversation de la même manière, c'est une certitude. Mais attention, les loups, et écoutez-moi bien sur ce point, c'est crucial. Ces signes, c'est comme des balises, des drapeaux rouges qui s'agitent. Ce sont des indices, pas des preuves irréfutables à 100%. Le corps humain est complexe, et on n'est pas là pour devenir des paranoïaques qui jugent au moindre froncement de sourcils. La clé, c'est l'observation du changement par rapport au comportement habituel de la personne, ce qu'on appelle sa ligne de base, et surtout la présence d'un faisceau de signes concordants. Si vous voyez 3, 4, 5 de ces indices s'aligner, là mes amis, vous avez une sacrée raison de vous poser des questions. Ne sautez jamais aux conclusions hâtives. Utilisez ces outils pour mieux comprendre, pour affûter votre intuition, pour ne plus vous faire berner, pas pour accuser n'importe qui au pif. Comprendre, pas condamner, c'est la devise. Alors dites-moi en commentaire lequel de ces 12 signes vous a le plus bluffé. Lequel allez-vous commencer à observer en premier chez vos interlocuteurs? Dites-moi tout, je suis ultra curieux de lire vos réactions et vos futures anecdotes. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, si elle vous a donné l'impression d'avoir un nouveau super pouvoir, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et c'est super important pour que cette chaîne continue de vous donner du lourd, du vrai, du qui change la donne. Balancez-moi un gros pouce bleu des familles, un like de guerrier. Abonnez-vous comme des damnés si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, activez cette sacrée cloche de notification. Parce que croyez-moi, vous ne voulez pas rater une miette des prochaines pépites qu'on va vous balancer pour devenir des bêtes de la communication, des as de la psychologie humaine. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo à tous ceux qui en ont marre de se faire prendre pour des cons. Ça pourrait changer leur vie, ou du moins leur éviter de se retrouver dans des situations un peu foireuses. Merci d'avoir regardé, mes champions. On se retrouve très vite pour décoder d'autres mystères fascinants du comportement humain. D'ici là, gardez l'œil ouvert, l'esprit critique, et ne vous laissez plus jamais rouler dans la farine. C'est pas compliqué, c'est votre nouveau super pouvoir. À la prochaine.